Nous avons une mauvaise nouvelle pour tous les propriétaires de RV, et celle-ci est particulièrement difficile à encaisser. Partout aux États-Unis, les concessionnaires baissent leurs prix, les organismes de crédit se retirent, et le marché de l'occasion commence à se figer. Le boom des RV, que tout le monde croyait éternel, il est en train de s'effondrer, et la raison n'a rien à voir avec le prix de l'essence ni avec la demande de voyage. En coulisses, une nouvelle réglementation bouleverse discrètement la valeur de votre RV. Avant que cette situation ne se propage à votre état, il est essentiel de comprendre les véritables raisons de cette panique. Car ce n'est que le début. Les prix du matin ont baissé. Tout a commencé discrètement. Pas de gros titres, pas d'avertissement de l'industrie, juste un effondrement lent et insidieux. Dès la première semaine de janvier 2025, les sites d'enchères affichaient des prix de vente des camions de classe A et C inférieurs de 25 à 30% à ceux pratiqués 9 mois auparavant. Un Tiffin Allegro de 2022, qui s'était vendu 189 000 $ au printemps dernier, a ainsi été adjugé à une somme dérisoire, 131 000. Un Château Thor de 2022 est passé de 129 000 à moins de 100 000 $. Il ne s'agissait pas de vente forcée, mais de réajustement du marché. Les concessionnaires ont cessé de parler de rabais, mais de prix de liquidation. Les données d'avril de Black Book l'ont confirmé. La valeur de revente des RV d'occasion avait chuté à son plus bas niveau depuis 2018. Sur les graphiques, ce n'était pas une simple baisse, mais une chute vertigineuse. Des véhicules qui se vendaient autrefois en un week-end restaient désormais invendus pendant des mois, et les offres de reprise étaient 2 fois moins élevées que prévu. On pouvait le constater soi-même, des rangées de camping-cars alignés derrière des grillages, avec des étiquettes « Faites une offre » sur les pare-brises. La question était « Pourquoi maintenant ?» Les prix du carburant s'étaient stabilisés, la demande de voyage restait forte, et l'économie, du moins en théorie, ne s'était pas effondrée. Mais derrière ces chiffres se cachait un facteur plus important, la réglementation. Alors que tous pointèrent du doigt les taux d'intérêt, un changement de politique discret en Californie venait de redéfinir l'avenir des camping-cars. Et c'était avant même l'entrée en vigueur des interdictions. Ce qui ressemblait à une correction de marché était en réalité le premier signe d'un problème plus profond. C'était la politique économique, et non les prix, qui étaient à l'origine de la chute. La règle qui a changé du jour au lendemain. En Californie, le California Air Resources Board, CARB, a adopté la réglementation Advanced Clean Trucks, visant à réduire les émissions des véhicules de plus de 3 850 kg à 8 500 livres. Problème ? Cette catégorie de poids inclut la quasi-totalité des camping-cars de classe A et la plupart des camping-cars de classe C. Du jour au lendemain, les camping-cars de type RV se sont retrouvés soumis à la même réglementation que les poids lourds effectuant de longs trajets. La réglementation exigeait que les constructeurs augmentent progressivement la production de modèles zéro émission dès 2024 et atteignent 100% de vente de véhicules zéro émission d'ici 2036. Mais il y a un hic. Aucun constructeur de RV ne dispose d'une plateforme électrique fonctionnelle capable de supporter le poids, l'autonomie ou la charge de remorquage requis. Même le prototype le plus optimiste ne peut parcourir plus de 160 km entre 2 charges. En bref, la Californie a fixé un objectif que personne dans le secteur des RV ne peut atteindre actuellement. Pour les grandes marques, cela signifie qu'elles ne peuvent plus livrer ni immatriculer de nouveaux véhicules à moteur thermique dans cet état après l'année modèle prévue. Pour les petits constructeurs, c'est la fin. Ils dépendent de châssis Ford et Chevrolet, désormais non conformes. Les propriétaires qui comptaient revendre leur véhicule ou en acheter un nouveau se retrouvent dans une impasse. Le CARB a défendu cette politique, la jugeant nécessaire pour la qualité de l'air. Pourtant, dans ses propres notes publiques, l'agence a admis que plus de la moitié des habitants de l'État vivent déjà dans des zones où les seuils d'ozone dépassent les limites fédérales. Autrement dit, il ne s'agit pas de véhicules de loisirs, mais d'images. Et lorsque la politique se transforme en symbole, des secteurs entiers en subissent les conséquences. Un seul État a peut-être édicté la règle, mais le reste de la carte est déjà en train de se colorier. Si vous avez déjà constaté une baisse des prix ou une augmentation de votre assurance, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous faire part de la situation chez vous. Si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur « J'aime » pour que davantage d'automobilistes soient informés des changements à venir avant qu'ils n'en subissent les conséquences financières. Le domino des 11 États. En quelques mois, d'autres États ont suivi l'exemple de la Californie. Le Massachusetts, New York, le New Jersey, l'Oregon et Washington ont été les premiers à adopter des échéanciers identiques pour la réduction des émissions d'ici 2025.
Le Vermont a emboîté le pas en 2026, suivi par le Colorado, le Nouveau-Mexique et le Rhode Island en 2027. Le Maine examine encore la question, mais a déjà manifesté son soutien. 11 États se dirigent donc vers le même calendrier d'interdiction. Chacune de ces mesures est directement liée à la politique californienne grâce à une dérogation prévue par l'article 177 de la loi sur la qualité de l'air, Clean Air Act. En clair, cela signifie qu'elles peuvent appliquer les normes d'émissions de la Californie sans autorisation fédérale. Dès qu'un État active cette mesure, les autres peuvent s'y conformer automatiquement. Résultat, un effet domino juridique qui transforme la loi d'un seul État en un filtre national sur ce qui peut être vendu, expédié ou entretenu. Si votre véhicule est immatriculé dans l'un de ces États, les conséquences peuvent être immédiates. Tentez d'échanger un camping-car de classe A à essence 2025 et le concessionnaire pourrait refuser catégoriquement. Même les ventes entre particuliers sont soumises à de nouveaux critères d'inspection qui rendent le transfert quasi impossible. Chaque modification implique des démarches administratives et chaque retard engendre des frais non négligeables, frais de stockage, intérêts d'emprunt, interruption d'assurance. Les analystes du secteur estiment que d'ici la fin de 2025, environ 40% des transactions RV aux États-Unis seront affectées par ces interdictions parallèles. Cela représente près de la moitié du marché plongé dans un flou réglementaire. Mais les interdictions ne sont pas le seul coup dur. Le revers financier est bien pire. Si les lois tendent un piège, c'est la réaction du marché qui le déclenche. De la salle d'exposition à la fermeture. Aujourd'hui, entrez chez un concessionnaire et vous verrez quelque chose que vous n'avez pas vu depuis des années. Silence. Les drapeaux flottent toujours, mais les clients ont disparu. Les vendeurs restent plantés là, près de camions que personne ne finance. Selon la mise à jour de mai de Black Book, les stocks de véhicules financés par les fonds de roulement ont augmenté de 32% depuis l'automne dernier. Autrement dit, les concessionnaires perdent des intérêts chaque mois sur des rangées de machines invendues. Certains ont déjà entamé ce qu'ils appellent une liquidation silencieuse, en baissant les prix en dessous du coût de revient, simplement pour préserver leur ligne de crédit. Les annonces sur RV Trader confirment cette tendance. Un camping-car Winnebago Vista de 7 mètres, qui coûtait en moyenne 13 000 $ en 2024, est désormais affiché à 89 000 $ et reste invendu après 60 jours. Les concessionnaires se vantaient autrefois de leur pénurie. Aujourd'hui, ils évoquent à voix basse les coûts de stockage. Un concessionnaire du Midwest a averti son personnel qu'une fermeture de 60 jours était à prévoir cet été, si les conditions de crédit ne s'amélioraient non pas. Il ne s'agit pas seulement de marge bénéficiaire, mais de survie. Si ces concessionnaires ne remboursent pas leurs prêts de financement, les fabricants cessent les livraisons. Lorsque la production ralentit, la chaîne d'approvisionnement se contracte, et cela a des répercussions dans chaque petite ville qui construit, peint ou livre ses véhicules. L'économie des camping-cars ne s'effondre pas d'un coup, elle se détériore progressivement. La panique s'installe ensuite et elle se propage déjà chez les concessionnaires. Les chiffres ont prouvé sa réalité. Maintenant, les acteurs du secteur vont révéler l'ampleur des dégâts. La compression des plans d'étage. La plupart des RV exposés sur leur parc automobile ne leur appartiennent pas. Ils les empruntent. Chaque véhicule est financé par un prêt de stock, une ligne de crédit renouvelable qui leur permet de conserver des unités jusqu'à leur vente. Ce système fonctionne bien lorsque les ventes sont rapides. Mais lorsque les prix stagnent et que les taux d'intérêt augmentent, ce prêt devient une bombe à retardement. Début 2025, le taux d'intérêt moyen des financements de stock a dépassé les 8% contre à peine 4% 2 ans auparavant. Sur un stock d'1 million de dollars, cette différence représente un coût supplémentaire de près de 40 000 $ par an, rien que pour garder les véhicules en stock. De l'Ohio à l'Arizona, les concessionnaires contactent quotidiennement leurs organismes de financement pour renégocier leurs contrats. Un concessionnaire historique de l'Indiana a résumé la situation sans embâge. Nous payons plus cher pour les entreposer que pour les vendre. Vous avez probablement déjà vu ces slogans en ligne. Méga liquidation, réinitialisation d'usines, liquidation des stocks. Ces annonces ne sont pas du marketing, elles sont vitales. Lorsque les rentrées d'argent s'assèchent, les concessionnaires baissent leurs prix en dessous du coût de revient pour survivre à un nouveau cycle de facturation. Chaque baisse affecte davantage le marché de la revente, entraînant une chute des prix entre particuliers. C'est pourquoi ces baisses de prix soudaines ne sont pas des bonnes affaires, mais des signaux d'alarme. Le signe que l'édifice financier qui soutient l'industrie RV commence à s'effondrer. Les prêts les saignent à blanc, mais le problème suivant est ce qui se trouve sur ces terrains. Des centaines de plateformes qui refusent tout simplement de bouger. Stocks qu'ils ne peuvent pas écouler.
Partout au pays, on le voit depuis l'autoroute. Les parcs des concessionnaires sont plus bondés que jamais. Les camping-cars de classe A et Super C s'alignent pare-choc contre pare-choc, les extensions déployées au dernier moment. La couleur est de retour sur les peintures, mais elle a disparu des comptes. Selon les données de Black Book de mars, un RV reste en moyenne 112 jours sur un parc avant d'être vendu, soit une augmentation de plus de 40% par rapport à la même période l'an dernier. Chaque jour supplémentaire engendre plus d'intérêt, plus d'assurance et une dépréciation accrue. Les concessionnaires ne peuvent pas tout entreposer à l'intérieur. La grêle, la chaleur et l'humidité rongent donc sournoisement les invendus. Chaque dollar perdu sur le parc automobile se traduit par 1 000 $ de moins sur votre offre de reprise lorsque vous tenterez de vendre votre véhicule. Le système s'autodétruit. Quelques grandes enseignes ont commencé à louer des espaces excédentaires auprès de centres commerciaux fermés et d'anciennes concessions automobiles. Des images prises par drone sur un immense parking au Texas montrent plus de 300 camions garés côte à côte. Aucun client, juste le silence. Le personnel qui préparait auparavant les livraisons passe désormais des journées entières à démarrer les moteurs pour éviter que les batteries ne se déchargent. Les baisses de prix se poursuivent. Mais même si vous décidez d'acheter malgré le déstockage, un nouvel obstacle vous attend, le renouvellement de chaque contrat RV à travers le pays. Les concessionnaires peuvent baisser les prix autant qu'ils veulent. Le prochain coup dur survient lorsqu'on essaie d'assurer l'objet qu'on vient d'acheter. Choc des autocollants d'assurance. La première véritable panique ne se manifeste pas dans les tableaux Excel des concessionnaires, mais dans les boîtes aux lettres. Les avis de renouvellement pour 2025 sont envoyés depuis février, et la prime moyenne pour les camping-cars RV a augmenté de plus de 600 $ par an. Certains propriétaires de grands camping-cars de classe A signalent des hausses de plus de 1 000 $. Les assureurs invoquent la modélisation des risques. Le raisonnement est simple. La chute des valeurs de revente entraîne des taux d'indemnisation plus élevés en cas de sinistre. Si votre véhicule perd 30% de sa valeur, mais que les coûts de réparation restent inchangés, l'assureur devra verser une somme plus importante par rapport au prix du marché. Ajoutez à cela la pénurie de centres de réparation agréés et les longs délais d'intervention, et le modèle de risque classe les camping-cars comme des B&B et des biens de loisirs à haut de risque. En clair, ce sont des gouffres financiers. Des documents officiels confirment que plusieurs assureurs ont déjà retiré leur couverture aux véhicules de plus de 10 ans, les jugeant non rentables à réparer. Dans certaines régions, les propriétaires ne se voient proposer qu'une assurance tous risques partiels, incendie et vol, mais pas collision. Quelques grands assureurs lignent discrètement les primes à la cote de crédit, partant du principe que quiconque conserve un véhicule ancien a des difficultés financières. C'est là que le cercle vicieux s'aggrave. La hausse des coûts d'assurance pousse de plus en plus de propriétaires à résilier leur contrat, ce qui fait encore baisser la valeur de revente, car les véhicules non assurés sont plus difficiles à financer. La réaction en chaîne est rapide, et le maillon suivant est déjà en train de se rompre, celui qui permet à chaque véhicule de rouler. Les factures grimpent, mais le vrai choc, c'est ce qui se passe quand on a besoin d'une simple pièce de rechange et qu'elle n'existe tout simplement plus. Quand les pièces ont disparu, tout a commencé avec un fournisseur. Fin février, un fabricant de pièces détaché du Michigan, fort de 40 ans d'expérience, s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites, après avoir perdu 2 importants contrats avec des équipementiers. Du jour au lendemain, les centres de services après-vente du pays se sont retrouvés privés de milliers de petits composants essentiels. Charnières, joints, faisceaux électriques, garnitures. Les commandes, qui étaient auparavant livrées en quelques jours, affichent désormais des délais de livraison s'étendant jusqu'à l'été. Les ateliers de réparation rationnent leur stock. Les mécaniciens récupèrent des pièces utilisables sur des véhicules accidentés pour maintenir leurs clients réguliers en état de marche. Quelques concessionnaires impriment en 3D des pièces de rechange pour les ferrures d'armoire, car les originales ont disparu. Mais les composants structurels et de sécurité, conduites de frein, bras de suspension, joints de fenêtres, ne peuvent être improvisés. Les clients attendent des mois, les véhicules restent immobilisés et les mensualités des prêts continuent d'être payées. Les services de garantie sont débordés. Les dossiers qui étaient traités en 2 semaines prennent désormais 3 mois, les fabricants devant rechercher les pièces détachées sur plusieurs continents. Le coût par réparation a triplé depuis 2020 plus. Un véhicule reste immobilisé, plus la dépréciation grignote le capital du propriétaire. Un technicien d'usine en Oregon l'a résumé ainsi. La chaîne d'approvisionnement a rompu et c'est nous qui tenons encore le tournevis. Pour ceux qui dépendent de leur véhicule,
Travailleurs à temps plein, retraités, livreurs, il ne s'agit pas de patience, mais d'accès. Un véhicule irréparable est invendable, et une garantie inutilisable n'est que du papier. Ce qui signifie que même si vous conservez votre équipement, vous pourriez ne pas pouvoir l'utiliser. Les entreprises craquent, les chaînes d'approvisionnement se rompent, et nous verrons bientôt comment ces fractures vous atteindront, sur les marchés de la revente, dans les campings et dans chaque ville qui dépend de cette activité. Piégé sur place. Pendant des années, la route était synonyme de liberté. Désormais, pour beaucoup, elle s'arrête au guichet de la préfecture. Début mars 2025, un couple de retraités de Sacramento a tenté de renouveler l'immatriculation de leur camping-car de classe A de 2021. Ils l'avaient fait chaque année sans problème. Mais cette fois-ci, l'employé a discrètement remis leurs papiers sur la vitre. Une nouvelle classification des émissions était entrée en vigueur cette semaine-là, classant les gros camping-cars à essence dans la même catégorie que les véhicules utilitaires. Renouvellement refusé. Leurs seules options ? Se conformer à une norme inexistante ou retirer définitivement le véhicule de la circulation. Dans plusieurs États, de nouvelles taxes, des retards liés au contrôle technique et des interdictions d'émissions empêchent les camping-cars d'être immobilisés. Chaque refus d'immatriculation signifie une perte de valeur pour un véhicule, malgré des émissions plus propres que celles des anciens diesels. Les politiques publiques privilégient les chiffres à l'équité. Le message de la Californie est clair. Zéro émission d'ici 2036. Les démarches administratives sont pénibles, mais les conséquences financières sont bien plus graves. Les restrictions sur les documents papier sont pénibles, mais le krach financier qui se profile sur le marché de la revente est bien plus profond. La disparition de la fenêtre de revente. Les prix des RV d'occasion ont toujours été bas, mais jamais à ce point. Selon le rapport Black Book de mai 2025, la valeur moyenne des véhicules de loisirs d'occasion a chuté de plus de 10 000 $ par trimestre depuis la fin de l'année dernière. Les baisses les plus importantes concernent les modèles de classe A et Super C, construits après 2020, précisément ceux qui sont encore sous financement. Le problème ne réside pas seulement dans la baisse des prix, il s'agit d'un gel total du marché. Les concessionnaires refusent désormais les reprises qu'ils ne peuvent revendre, et les annonces de particuliers ont doublé tandis que les ventes s'effondrent. Avec une baisse de valeur de 4% par mois, un bateau valant 100 000 $ peut chuter à 92 000 $ d'ici l'automne. Les ventes aux enchères proposent des affaires à perte, et les opportunistes rôdent, profitant de la situation tandis que les véritables propriétaires voient leur capital fondre comme neige au soleil. Le marché traditionnel est en train de mourir, mais une économie parallèle profite déjà de ces vestiges. Si ces informations vous ont permis de mieux comprendre la situation, abonnez-vous et activez les notifications. Nous suivons de près chaque variation de prix, réglementation et initiative des concessionnaires, afin que vous soyez prêts à réagir avant le prochain bouleversement. Restez vigilants et préparés. La vague de flippers. Sur les sites de petites annonces en ligne, une nouvelle tendance se dessine. De petites entreprises achètent des camping-cars accidentés ou dévalués aux enchères, les démantèlent pour récupérer des pièces détachées ou les louent à court terme via des applications de partage de fichiers. Ils appellent cela du recyclage. En réalité, c'est du tri. Lorsque les fournisseurs de pièces détachées légitimes ont fait faillite en début d'année, ces revendeurs ont comblé le vide. Ils achètent 3 camping-cars hors d'usage, combinent les pièces fonctionnelles et vendent un véhicule rafistolé pour un profit rapide. Les pièces restantes sont démontées et vendues pièce par pièce. Loquets de portes, aération, panneaux, à des propriétaires désespérés qui ne trouvent pas de pièces de rechange d'origine. Au Texas et en Oregon, des revendeurs transforment ou louent des RV à partir de carcasses récupérées. De vieux véhicules, une nouvelle vie. Si certains continuent de rouler, le risque est bien réel. La réutilisation des conduites de frein annule les assurances et les garanties. La recherche de profit rapide pour ces arnaqueurs entraîne une perte de confiance dans les marques et une chute de la valeur de revente. Le marché parallèle prospère, mais les propriétaires perdent en stabilité. Lorsque les acheteurs se transforment en pilleurs, le prochain domino à tomber, ce sont les endroits où ces véhicules avaient l'habitude de se rassembler, les terrains de camping et les petites villes construites autour d'eux. L'ondulation du camping. Le cœur de l'univers des camping-cars ne se trouve pas dans les usines, mais dans les campings qui jalonnent les autoroutes. Ce sont les restaurants, les stations-service, les communautés saisonnières qui transforment le voyage en mode de vie. Et aujourd'hui, ce sont eux les premières de victimes. En Californie et dans l'État de Washington, de nouvelles réglementations liées aux émissions ont contraint plusieurs campings de longue durée à fermer ou à se convertir en aires de remisage pour caravanes.
Les réservations dans les campings publics de l'Oregon ont chuté de 20% depuis l'an dernier, soit la plus forte baisse en 10 ans. Les petites villes qui vivaient du trafic des camping-cars se vident de leurs habitants. Moins de touristes signifie moins de réparations, de repas et de recettes fiscales. Un propriétaire du Vermont a déclaré « Nous avons bâti cette ville sur roues. Maintenant, les touristes ne reviendront pas. » Même des États en plein essor comme le Montana et l'Idaho ne seront pas épargnés par la propagation des interdictions vers l'Est. Tout ce mode de vie est en train de disparaître. Cet effondrement révèle qui est en train de perdre. Ensuite, nous allons découvrir ce qu'il reste à protéger et comment vous pouvez encore contrer les conséquences avant le début de la prochaine saison. La responsabilité du propriétaire. Posséder un camping-car était autrefois synonyme de liberté. Désormais, cela peut entraîner des amendes. Dans plusieurs villes, les municipalités ont entrepris de réviser les règlements relatifs au stationnement et aux émissions, ciblant les gros véhicules qui tournent au ralenti ou restent stationnés plus de quelques heures. À Los Angeles, une nouvelle réglementation impose une surtaxe de $150 à tout véhicule de plus de 3850 gigawatts, 8000 livres, qui tourne au ralenti pendant plus de 15 minutes dans les limites de la ville. Dans certaines régions de l'Oregon et de l'État de New York, le stationnement de nuit dans la rue pour les camping-cars de classe A est totalement interdit, sauf si l'on s'acquitte d'un permis spécifique à faible impact. Auditez dès maintenant votre approvisionnement en pièces détachées. Procurez-vous les pièces essentielles comme les joints, les garnitures et les composants électroniques avant que les pénuries ne s'aggravent. Suivez les tendances des ventes aux enchères et vendez pendant la période de stabilisation de 3 à 4 mois qui suit les changements de réglementation. Il ne s'agit pas de paniquer, mais de se positionner. Une liste de contrôle proactive est préférable à la confusion. Agissez avant le prochain cycle d'immatriculation, car du nouveau se profile à l'horizon. Les gros titres ne peuvent pas vous protéger, mais quelques actions réfléchies dès maintenant le peuvent encore. Votre plan de défense. Quand toutes les règles semblent changer du jour au lendemain, l'information devient une protection. Pour garder une longueur d'avance, il est essentiel de savoir précisément ce qui change et comment votre argent est impacté. C'est pourquoi les propriétaires expérimentés élaborent ce qu'ils appellent une liste de contrôle de défense du propriétaire. C'est simple mais méthodique. Vérifiez d'abord les plafonds d'indemnisation de votre assurance. La plupart des contrats d'assurance pour véhicules récréatifs réduisent discrètement le montant de l'indemnisation à mesure que la dépréciation s'accélère, ce qui signifie que vous pourriez perdre des milliers d'euros si votre véhicule est déclaré perte totale. Appelez votre assureur, demandez la valeur marchande actuelle de votre véhicule et comparez-la au solde de votre prêt ou à votre prix de revente. S'il y a un écart, demandez une mise à jour de votre contrat ou recherchez une assurance qui fixe la couverture au plus près de la valeur de remplacement. Auditez dès maintenant votre approvisionnement en pièces détachées. Procurez-vous les pièces essentielles comme les joints, les garnitures et les composants électroniques avant que les pénuries ne s'aggravent. Suivez les tendances des ventes aux enchères et vendez pendant la période de stabilisation de 3 à 4 mois qui suit les changements de réglementation. Il ne s'agit pas de paniquer, mais de se positionner. Une liste de contrôle proactive est préférable à la confusion. Agissez avant le prochain cycle d'immatriculation, car du nouveau se profile à l'horizon. La protection est utile à court terme, mais la grande promesse de l'industrie, la révolution électrique, recèle encore plus de fiction que de réalité. Le mirage électrique. Les gros titres raffolent du mot « électrique ». Tous les grands constructeurs ont dévoilé des concepts futuristes. Des fourgonnettes de classe B, alimentées par batterie, et des prototypes d'autocars avec toit solaire. Ils promettent des voyages plus propres, une exploitation moins coûteuse et l'absence de flambée des prix du carburant. Mais derrière les vidéos marketing, les chiffres ne tiennent pas la route. Un camping-car électrique équivalent à un modèle de classe A nécessiterait une batterie de plus de 2 piles 270 kg pour une autonomie d'à peine 160 km par charge, soit un coût de $0,45 par kilomètre. La recharge prend des heures. Les bornes de recharge sont rarement adaptées aux grands véhicules et le remplacement d'une batterie coûte plus de $40 000. Malgré l'engouement suscité par ce concept, les camping-cars électriques restent irréalisables. L'espoir réside dans la préparation et non dans les promesses. Parfois, la solution ne réside pas dans l'innovation, mais dans le fait de se souvenir de ce que ce mode de vie était censé être à l'origine. Le dernier voyage en voiture. Un couple en Arizona a décidé de ne plus attendre. Leur immatriculation expire dans 60 jours et la nouvelle réglementation sur les émissions les empêche de la renouveler. Ils ont donc chargé leur vieux camping-car,
fait le plein et pris la route une dernière fois. Pas de compte à rebours, pas de calcul, juste l'asphalte et le soleil. En chemin, ils ont croisé d'autres voyageurs qui faisaient de même, des gens qui disaient adieu, en toute discrétion, à un chapitre de leur vie qui avait contribué à créer une véritable communauté d'un océan à l'autre. Ils campèrent près du Grand Canyon, contemplant le coucher du soleil se reflétant sur le chrome patiné par des décennies d'histoire. Aucune colère, seulement de la fierté. La liberté, comprirent-ils, n'était jamais une question de déplacement, mais de choix. Planifier ses itinéraires, vérifier la couverture réseau, rester prêt et vigilant, car lorsque les données du mois prochain seront disponibles, seuls les préparés continueront d'avancer. La tempête a frappé, mais le savoir reste la meilleure défense. La suite des événements déterminera qui s'adaptera et qui restera définitivement à l'abandon. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Anticipez la prochaine vague de problèmes sur le marché du RV. Abonnez-vous pour recevoir les mises à jour, partagez votre expérience en commentaire et contribuons ensemble à informer les propriétaires de RV.